Dans ce premier chapitre pour notre cours de marketing, nous allons commencer par nous poser la question: qu'est-ce que le marketing? Quelle est son histoire et quelles sont les différentes formes de marketing? Pour commencer, quelques vidéos. Dans cet article du magazine La Dépêche, eh bien, ils nous disent, vous voyez, qu'ils ont retrouvé le premier spot de pub diffusé à la télé, donc en 1968, juste avant 20 heures. Ils nous disent que le premier annonceur, c'est une marque de fromage, et évidemment, le clip a un petit peu pris de l'âge, mais c'est intéressant de savoir qu'il a existé. Je vous le montre. Saveur d'une pointe d'ail, herbe du jardin, véritable ail filigrane. Bon, alors comme ils nous le disent, hein, on est loin des publicités d'aujourd'hui, le texte est assez simple, mais au moins vous n'oubliez pas que c'était une pub pour le boursin. Et donc, vous voyez qu'à l'époque, le Premier ministre Georges Pompidou avait poussé pour l'adoption des réclames, comme on les appelait à l'époque, sur le petit écran. Et l'objectif, c'était de développer la consommation des ménages et puis d'augmenter les recettes des chaînes de télévision de l'ancienne ORTF. Voilà pour ce premier exemple. Deuxième exemple, c'est une publicité qui est sortie en novembre 2020 et qui, avec peu de moyens, montre bien qu'on peut vendre un produit de grande consommation et essayer de se démarquer de ses concurrents. Je vous fais regarder. Frontadol soulage efficacement vos maux de tête. Bon, j'ai squeezé un petit peu la fin, mais vous avez compris le concept, pas d'acteur, un texte très simple, mais une connaissance commune que quand on a mal à la tête, eh bien, c'est compliqué d'entendre le monde autour de nous faire du bruit. Et du coup, c'est une publicité que je trouve moi très drôle, parce que, voilà, avec peu de moyens, elle arrive à faire passer un message efficace pour retenir le nom de la marque, évidemment. Et pour finir cette petite introduction en vidéo, eh bien, une autre manière de faire avec les publicités les plus chères de l'histoire. Donc là, c'est de juillet 2019, mais ça reste encore d'actualité. Et donc, une des plus chères, c'est celle-là, la publicité de Chanel numéro 5 en 2004 avec Nicole Kidman, qui a coûté 33 millions d'euros. Alors, je vais vous la montrer, donc ils en montrent d'autres, hein. Campagne présidentielle de George Bush, la bière Guinness. Et donc voilà, c'est la plus chère de l'histoire avec Nicole Kidman. Je vous la montre. When did I wake into this dream? I must have been the only person in the world who didn't know who she was. With the disappearance of the world's most famous But my world would never be the same again. When she came into my life, It's beautiful up here. Everything seems so peaceful. what are you? I'm a dancer. I love to dance. It didn't matter. I knew who she was. To me. Come away with me. You must be there tomorrow. I don't care about tomorrow. It's the right thing to do. No one can steal a dream. No one. Goodbye. And then she was gone. Has she forgotten?
I know. I will not. Forgives. A smile. A perfume. Bon, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'on ne voit pas du tout le produit qui est vendu. Vous avez remarqué qu'on n'a pas du tout vu le flacon de parfum. C'est contraire à d'autres pubs comme celle avec Audrey Tautou où là on voit le flacon de parfum. Mais là vraiment ils ont axé sur la connaissance du client et ils ont misé, et ils ont certainement raison sur le fait que tout le monde sait à quoi ressemble un flacon de Chanel numéro 5. On l'a déjà tous vu au moins dans une publicité justement. Voilà, donc vous voyez un contraste saisissant avec la précédente vidéo, hein, qui n'a pas dû coûter 33 millions de dollars, mais un petit peu moins. Et vous voyez, hein, tout ce qui a coûté cher, c'est le concept, l'exécution, les effets spéciaux. Et puis, il y a eu 3 millions de dollars pour Nicole Kidman qui a joué dans cette pub. Bon, alors vous voyez que le marketing, finalement, il va nous servir à vendre nos produits, mais au-delà de ça, il va aussi nous servir à les concevoir au plus près des besoins des consommateurs. Et c'est ça qui va être intéressant dans ce cours. Et donc on revient à nos classiques maintenant, à notre classique manière de faire sur le fait que vous voyez, vous avez le plan, les documents dans le document que je vous ai transmis, et puis à vous de compléter en fonction de vos notes par rapport à cette vidéo. Je vous ai mis là les liens de tout ce que je viens de vous montrer. Le dernier pour la pub de Chanel, c'était Radio-Canada. Voilà, alors ce marketing, c'est une pratique qui est née au cours du XXe siècle et elle s'est répandue à différents domaines de l'économie. Et au final, c'est devenu un guide un peu permanent pour certaines entreprises et une réflexion qui revient tout le temps. Comment vendre mes produits, comment avoir l'assurance que mon entreprise va survivre aux mois, aux années qui suivent. Et donc, ça, évidemment, c'est une question très importante pour les entreprises. On verra qu'il n'y a pas une seule manière de faire du marketing, mais c'est une méthode qui doit s'adapter à chaque type de produit, au contexte et aux moyens disponibles. On n'imagine pas une pub pour le parfum Chanel à la manière du Prontadol, de partenaires particuliers avec la musique de flûte. Donc voilà, chaque publicité doit s'adapter et du coup chaque démarche marketing doit s'adapter aux produits, aux clients, au contexte, etc. Donc, si un jour vous voulez créer votre entreprise, vous allez vous demander ou commencer par réfléchir à comment est-ce que je vais fabriquer un produit qui va plaire à des clients et comment je vais le vendre à ces clients. Et je vous propose de regarder cet article où en fait c'était un article qui conseille pour créer son entreprise, donc comment faire pour créer l'entreprise de vos rêves sans aller droit dans le mur. Alors il y a 9 règles, hein, vous le voyez avec moi, clarifier votre projet, etc. Se donner les moyens de réussir, mais assez vite on voit des éléments qui vont se rapprocher de notre étude de marketing. Donc les études de marché, connaître son marché, connaître à la fois le nombre de consommateurs, leurs besoins, c'est très important pour proposer un produit adapté. Si vous proposez un produit qui n'est pas adapté aux besoins des consommateurs, eh bien ils ne vont pas l'acheter. C'est une mésaventure qui est arrivée à Renault quand ils ont voulu sortir leur voiture très haut de gamme, l'Avantime. Et en fait, les consommateurs traditionnels de Renault n'avaient pas les moyens d'acheter l'Avantime. Et ceux qui dépensaient autant d'argent d'habitude pour une voiture, ils n'achetaient pas une Renault. Donc cette voiture n'a pas fonctionné. Donc les études de marché, c'est très très important. Le business plan, si jamais vous voulez monter votre entreprise, il faut prévoir à l'avance combien ça va vous rapporter. Mais ça, c'est plus éloigné du marketing. Ensuite, la règle 5, vous voyez, définir son couple cible-produit. Quels sont les clients que vous voulez toucher et quels produits vous allez leur proposer. Donc là, on est clairement dans le marketing. Définir un plan marketing, donc là c'est écrit dedans, on parle de marketing. Et puis, bon, je n'ai pas tout mis, il y a la règle 7, la règle 8, mais il y a aussi fidéliser vos clients. Et on va l'aborder dès ce chapitre, le marketing peut être un élément de fidélisation de notre clientèle. Donc ce marketing, il est primordial, hein, je vous le répète, pour la vie de l'entreprise.
Et c'est pour ça que il évolue depuis le XXe siècle, ça va être notre première partie, et il va prendre plusieurs formes selon la situation. Hein. Donc notre première partie, on va regarder la définition et l'évolution dans le temps. Ensuite, on va regarder les différentes formes de marketing. Et puis, on ne peut pas quand même parler de marketing sans évoquer quelques critiques qui peuvent se faire à l'égard de cette fonction de l'entreprise. Donc on commence avec notre première partie, une définition et des missions qui évoluent dans le temps. Donc là, on revient sur un petit peu d'histoire, mais ça ne va pas durer très longtemps. Comme on le sait, hein, la vie des entreprises et leurs méthodes, elles ont évolué dans le temps. Le marketing a évolué lui aussi. Première phase qu'on peut isoler, c'est entre la révolution industrielle et les années 30. Et donc là, on se focalise sur la production. En fait, dans cette période-là, la demande de produits est toujours supérieure à l'offre. Il y a toujours plus de gens qui demandent par rapport au nombre à la quantité qu'on peut fabriquer. Donc l'entreprise, elle n'a qu'à produire pour vendre et elle ne se préoccupe pas finalement de la réclame, de la publicité, puisqu'elle sait qu'elle va vendre ses produits. C'est là, pendant cette période, qu'apparaissent les organisations scientifiques du travail, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, le taylorisme, qui a entraîné l'apparition du travail à la chaîne, et puis le fordisme aussi, qui est une des applications du taylorisme pour fabriquer la fameuse Ford T. À partir des années 30, vous savez que dans les années 1929, il y a eu une grosse crise économique et on va s'orienter un peu plus vers la vente. Donc la demande de biens elle a diminué à cause de la crise économique et la production elle est là, mais il faut réfléchir à comment la vendre. Et c'est là qu'on voit l'apparition des affiches publicitaires pour stimuler et puis attirer la demande. Nos entreprises, elles conçoivent et fabriquent les produits. Et puis après, elles se disent comment on va le vendre. C'est comme ça qu'elles organisent leur réflexion. Donc là, je vous ai mis des vieilles affiches de réclame. Citroën, votre intérêt vous commande Citroën et les éponges Spontex. On voit le contexte encore, hein, c'est la femme qui est avec son éponge et l'homme qui est avec sa voiture. Donc c'est d'une évolution très récente, mais on voit bien les stéréotypes à cette époque-là. Et puis à partir des années 50, on a vraiment l'émergence d'une optique marketing. Pourquoi? Parce que la concurrence, elle s'intensifie. On a vu que nos entreprises, elles étaient en développement, elles reconstituaient des outils de production, et puis au final, comme l'activité économique était florissante, il y a eu beaucoup de création d'entreprises, et puis aussi la satisfaction de nouveaux besoins, comme on l'a déjà vu. Donc notre concurrence, elle s'intensifie, et nos entreprises, elles doivent commencer à réfléchir à anticiper les besoins des consommateurs. Et alors, plutôt qu'avant, où on se disait on fabrique ce qu'on veut, puis on essaye de le vendre coûte que coûte, maintenant on va essayer de concevoir les produits pour satisfaire des besoins. Et c'est comme ça que dans les années 60, on assiste à l'émergence d'un marketing de masse, où on essaye de vendre le plus possible de nos produits. Et évidemment, la crise de 1973 va changer un petit peu parce que là, non seulement il va falloir vendre nos produits, mais en plus il va falloir passer devant nos concurrents. Et c'est pour ça qu'on parle plutôt de marketing guerrier à partir des années 70-80. Et avec le contexte des années 80 qu'on a déjà étudié, la mondialisation, les technologies de l'information et de la communication, eh bien, ces fonctions de marketing, elles se complexifient de plus en plus. Et on va voir qu'on arrive aujourd'hui au marketing digital, évidemment, dont vous avez sûrement déjà entendu parler. Et puis, on a aussi le marketing relationnel ou le marketing de fidélisation. Donc, au final, avec tout ça, on peut essayer de définir notre marketing, puisque le marketing, c'est un ensemble de techniques et de méthodes permettant aux entreprises de conquérir, de séduire, de satisfaire et de fidéliser leurs clients tout en préservant leur rentabilité. C'est ça la définition très très large qu'on peut faire du marketing, donc conquérir, séduire, satisfaire, fidéliser les clients. Et évidemment, on veut continuer à gagner de l'argent.
Donc c'est à la fois un état d'esprit, une organisation, des pratiques. Évidemment, le terme marketing, ça vient de market en anglais, qui veut dire marché. Et le terme français, c'est mercatique, hein, il faut le savoir aussi. Donc voilà, une fois qu'on a défini ce marketing, on peut étudier son rôle dans une organisation. Qu'est-ce qu'on attend de lui finalement? Et toutes les entreprises ne vont pas utiliser le marketing de la même manière parce que tout dépend de leur marché, de leurs contraintes et de leurs moyens. Si vous montez votre petite structure d'électricien, vous n'allez pas avoir les mêmes moyens que Chanel, comme on a vu tout à l'heure. Donc pour le marketing, on va avoir peut-être plusieurs optiques, plusieurs angles de vue, plusieurs manières d'aborder notre volonté de conquérir des clients. Il peut y avoir d'abord une optique production. Ça, c'est pour les entreprises qui vendent des produits premier prix. Et le choix du produit, il est guidé principalement par le prix et la disponibilité. Donc le client choisit le produit le moins cher. Vous pouvez avoir une optique produit pour les entreprises innovantes. Et donc là, le client, il porte son choix sur l'entreprise dont le produit a les meilleures performances. Vous pouvez aussi avoir une optique de vente, et là c'est pour les entreprises qui vendent un produit qui ne fait pas rêver, comme les assurances décès, comme les pierres tombales, comme les matelas. Et donc là, les consommateurs, ils iront vers le meilleur vendeur qui leur apportera les meilleurs conseils répondant à leurs besoins. Et donc vous avez vu, en ce moment, il y a plusieurs pubs pour les matelas Emma notamment, qui ont l'air de satisfaire beaucoup plus les besoins, d'être des matelas révolutionnaires. Donc vraiment, on a essayé de les vendre coûte que coûte, nos matelas, puisque c'est pas facile de différencier les matelas de bonne qualité entre eux. Et puis enfin, l'optique purement marketing, ça c'est les entreprises qui vont vouloir vendre le bon produit au bon client et donc qui vont réfléchir à adapter leur production aux besoins de leurs clients. Voilà pour notre première partie. On arrive à notre deuxième partie sur les formes du marketing. Et en effet, notre marketing, il peut prendre plusieurs formes. On va déjà distinguer, parce que ça sera important pour la suite de notre étude, le marketing stratégique et le marketing opérationnel. Parce que ça se déroule en deux temps. Et le premier temps, vous le voyez, c'est le marketing stratégique. Ce marketing stratégique, c'est une phase de réflexion. Pendant cette phase, les dirigeants de l'entreprise, ils prennent le temps de collecter les informations sur le marché et de prendre les meilleures décisions possibles pour s'insérer ou pour réussir sur ce marché. Une fois que vous avez fini votre marketing stratégique, vous allez élaborer votre stratégie marketing qui va définir la deuxième étape, c'est-à-dire le marketing opérationnel. Donc si on veut définir ce marketing stratégique, parce que là pour l'instant c'est très abstrait ce que je vous raconte, mais vous allez voir ça va devenir très concret assez rapidement, c'est l'ensemble des techniques utilisées pour analyser le marché dans lequel l'entreprise évolue. Donc les techniques utilisées pour analyser le marché dans lequel l'entreprise évolue. Et le terme stratégie, c'est important de savoir ce qu'il signifie. C'est un ensemble d'actions et de décisions de l'entreprise. Et ces actions et ces décisions, elles ont plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'une stratégie, elle est décidée par les dirigeants de l'entreprise. Une stratégie, c'est pas pris par un ouvrier, c'est pas pris par un cadre, c'est les dirigeants de l'entreprise qui l'élaborent. Elle concerne toute l'entreprise. Ensuite, elle est coûteuse. Elle va coûter de l'argent, elle va nécessiter des gros investissements. Elle aura une influence sur le long terme. Et puis, pour une telle décision, il est difficile de revenir en arrière. L'exemple que je vous ai pris, c'est celui de Burger King. Et Burger King a une histoire un petit peu atypique, notamment avec le marché français, puisque quand il y a quelques années, à la fin des années 80 ou au début des années 90, Burger King s'était implanté en France, avec son Whopper, etc. Et puis à un moment, ils ont estimé que leur activité en France n'était pas assez lucrative, ne leur rapportait pas assez d'argent. Et du coup, ils ont décidé de retirer, de fermer tous leurs restaurants en France. Donc par exemple, si vous allez aux Trois Fontaines, je ne sais pas s'il y a encore, mais il y a un tout petit McDo quand on va sur le chemin de la Fnac.
Et ce McDo-là, avant, c'était un Burger King. Alors, ça fait longtemps que j'y suis pas allée et je ne sais pas si c'est toujours un McDo ou si c'est autre chose. Mais sur la droite, en allant vers la Fnac, vous aviez un petit McDonald's et au tout début, hein, je vous le répète, c'était un Burger King. Et quand Burger King est parti, eh bien, le dirigeant des McDo, de l'autre McDo des Trois Fontaines et de celui des Chênes a rouvert ce restaurant, enfin, a repris le restaurant pour mettre l'enseigne McDonald's. Bien, alors c'est ce que je voulais vous dire. Donc si on regarde l'article, hein, il parle du comeback en France, puisque au bout d'un moment, Burger King s'est dit, tiens, mais en fait, on pourrait peut-être revenir avec une nouvelle stratégie. Et si vous regardez les publicités de Burger King, elles sont toujours un petit peu décalées, même quand ils mettent des palissades pour fabriquer leur restaurant, eh bien, il y a souvent des traits d'humour, des messages plutôt adressés à une clientèle jeune. Donc, vous voyez, dans l'article, hein, incapable de tenir la distance face à McDo et Quick, Burger King s'était résolu à quitter le marché après 17 ans de présence. Les amateurs de Whopper n'ont jamais vraiment fait le deuil, ont toujours gardé l'espoir de goûter un jour à leur burger préféré. Et fin 2011, courant 2012, des rumeurs. Et en 2012, la bonne nouvelle est annoncée officiellement. Burger King fait son grand retour en France. Donc vous imaginez combien ça leur a coûté pour licencier leur personnel quand ils sont partis et combien ça leur recoûte aujourd'hui pour réinvestir le marché français. Alors il y a un système de franchise qui fait que peut-être ils n'ont pas eu à financer eux-mêmes toute l'ouverture, la création des restaurants, mais quand même c'est une décision lourde de conséquences de partir d'un pays et d'y revenir aussi. Voilà pour cette idée de marketing stratégique. Et donc notre deuxième étape, ça va être le marketing opérationnel. Et là, c'est une phase d'action. On a bien réfléchi, on a bien conçu notre projet, maintenant il faut agir. Et donc en s'aidant de la stratégie mercatique, les commerciaux vont prendre des décisions concrètes pour vendre le produit. Alors, ce n'est pas forcément les commerciaux, mais ça peut être aussi les ingénieurs. Et donc ils vont se poser beaucoup de questions. Quel produit? Quel prix? Quelle commercialisation? Quelle promotion? Et là, on peut prendre des décisions sur le moyen et le court terme. Des publicités, bon, bah, c'est vrai que ça coûte de l'argent pour certaines, mais elles n'ont pas vocation à rester 10 ans elles ne sont pas sur le long terme. Et au final, bon, bah, c'est des décisions qui vont impliquer moins, à moins long terme l'entreprise. Le marketing opérationnel, si on propose une définition, il désigne les moyens utilisés pour remplir les objectifs définis au préalable par le marketing stratégique. Moyens utilisés pour remplir les objectifs définis par le marketing stratégique. Donc c'est plutôt du court ou du moyen terme. Et le gros du travail aussi du marketing opérationnel, c'est de suivre l'évolution du marché, l'évolution de l'environnement de l'entreprise pour s'y adapter. Et je vous évoquais à l'instant le prix, le produit, la commercialisation, c'est-à-dire la place et la promotion. Et donc là, on verra que ces notions sont regroupées dans l'acronyme des 4 P. Et ça s'appelle le marketing mix, qu'on étudiera dans les chapitres prochains. Ensuite, on peut aussi avoir un temps de réflexion sur le cadre de l'échange. Et en fait, vous n'allez pas commercialiser de la même manière vos produits si vous les vendez à un consommateur, si vous faites donc du business to consumer, et si vous les vendez à une autre entreprise, et là on va appeler ça business to business. Donc on a le B2C, c'est le business to consumer, et le B2B, business to business. D'accord ? Donc, dans le business to business, on va plutôt avoir du marketing industriel et évidemment, on ne va pas mettre des publicités à la télé. Quoique, on en voit parfois sur Cisco System, par exemple, qui propose des solutions de gestion pour les entreprises, des logiciels de gestion. Mais en général, le gros des publicités que l'on voit, vous et moi, c'est quand même du business to consumer, donc B2C. Dans la suite de nos études, on va plutôt regarder le B2C que le B2B, mais bon, vous savez que le B2B existe aussi. On arrive maintenant à notre grand C sur les nouvelles approches du marketing et quelles sont les déclinaisons du marketing moderne aujourd'hui. Et ça date à peu près des années 2000.
Première chose dont vous allez entendre parler, c'est le marketing transactionnel et le marketing relationnel. Marketing transactionnel, c'est celui qui est centré sur l'achat par le consommateur. Et donc, on va essayer de conquérir un maximum de clients et de conclure rapidement les ventes. Donc, la transaction. Vraiment, on va se focaliser sur la transaction. Et le marketing relationnel, c'est plus récent. Et on va essayer de créer non seulement une bonne expérience de transaction, mais en plus un lien privilégié entre l'entreprise et le client. Et donc, on va essayer de constituer des fichiers clients. Ça, c'est l'apparition des cartes de fidélité. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus aller dans un magasin sans qu'on vous propose la carte de fidélité. Et ça, c'est un exemple, évidemment, parmi d'autres. Et vous allez essayer d'avoir une communication de proximité. Là, quand vous faites votre carte de fidélité, eh bien l'entreprise va essayer de récolter le maximum d'informations qu'elle a le droit de récolter sur vous, sur vos expériences d'achat par exemple, et elle va essayer de vous proposer des produits qui vont satisfaire le mieux vos attentes. Par exemple, si une entreprise de téléphonie mobile constate qu'une personne prend d'autres lignes et qu'elle les utilise pour ses enfants, eh bien, elle va peut-être avoir intérêt à lui proposer le contrôle parental derrière. Comme ça, elle sait que c'est le public cible qui est à même d'acheter ou de payer pour ce type de service. Donc, avec les nouvelles technologies, on a démultiplié cette forme de marketing parce que les logiciels analysent maintenant les achats, les historiques d'achat des consommateurs et vont pouvoir vraiment proposer des pistes pour adapter l'offre aux besoins du client et à ses intérêts. Donc, c'est comme ça qu'on voit apparaître les newsletters, les blogs, des publications sur les réseaux sociaux, les emails, les SMS personnalisés. Finalement, toutes les technologies sont utilisées pour améliorer la relation entre l'entreprise et le consommateur. Alors justement, dans cet article-là, ce 4e document, on voit les bonnes pratiques à utiliser pour une stratégie de marketing relationnel efficace. Et en fait, ils nous disent d'abord de diffuser, en tant qu'entreprise, ils conseillent aux entreprises de diffuser des contenus informatifs gratuits, donc des études, des contenus qui peuvent être assez ludiques pour attirer vers eux les clients qui seraient intéressés par leur publication. Et après, on veut essayer de transformer notre visiteur en client potentiel. D'accord ? Donc non seulement on va peut-être utiliser ces clics pour lui proposer le produit qui lui conviendra le mieux, mais voilà, on va le connaître un peu mieux. Et ensuite, donc, il nous conseille de proposer des contenus hautement qualitatifs. Et donc, la qualité, c'est l'idée c'est la satisfaction du besoin. Donc, si on propose à notre client ce qui lui semble lui plaire le plus, eh bien, c'est comme ça qu'il va acheter. C'est ce que fait Yves Rocher, par exemple. En fait, quand vous avez la carte Yves Rocher, vous recevez régulièrement des cartes promotionnelles, donc qui vont vous donner des promotions sur tout le magasin ou sur tel type de produit. Mais souvent, ils se servent de votre historique d'achat. Maintenant, ils personnalisent encore plus. Donc, si vous avez acheté plutôt des savons liquides chez Yves Rocher, eh ben, ils vont vous dire, vous avez en particulier une promotion spéciale sur ce produit qui vous plaît tant d'habitude. Et donc ça, c'est vraiment du marketing relationnel. En plus, avec Yves Rocher, vous avez toujours un petit cadeau en plus. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils attirent beaucoup de clients. Une communauté active et engagée, c'est important de montrer qu'il y a beaucoup de gens autour de vous, que vous êtes une entreprise qui plaît. Évidemment, leur conseil, c'est aussi d'être présent sur les réseaux sociaux pour créer un dialogue facile avec le client et faire en sorte que notre client il se sente privilégié en leur donnant par exemple des avantages et en demandant leur avis. Alors, un petit exemple là que j'ai eu récemment sur Bouygues Télécom, j'appelle le service client Bouygues Télécom et dans le message d'accueil, ils disent comme on constate que vous êtes là, vous êtes client chez nous depuis 10 ans, eh bien, depuis plus de 10 ans, eh bien, on va vous passer votre appel en priorité. Donc, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est un message qui est nouveau sur la page sur le service client de Bouygues Télécom et ils essayent de montrer, de fidéliser comme ça leurs plus anciens clients. Alors, autre chose que je voulais vous montrer, c'est la page Facebook de Leclerc Drive.
Donc Leclerc Drive, hein, vous le savez, c'est les courses sur Internet et puis après vous allez les chercher, on vous les met dans votre caddie et dans votre coffre et puis vous repartez à la maison. Donc c'est un service gratuit et bon, il n'y a pas que Leclerc qui fait ça, mais bon, c'était l'exemple que j'ai choisi de prendre. Bon alors, sur leur page Facebook, qu'est-ce qu'ils pourraient mettre pour créer du lien avec leurs clients? Ils peuvent mettre des photos de leurs salariés qui mettent encore des courses réussies chez Leclerc Drive. En fait, ils ne mettent pas du tout ça. Ils sont plutôt axés sur la vie tranquille. Vous voyez, courage à tous les parents pour les dimanches, travaux, ménage, devoirs de dernière minute, ce que j'ai prévu, ce que je vais faire. Qui est le ou la cuistot de votre groupe d'amis, et surtout dites en commentaire parce que là vous allez montrer qu'il y a une communauté active autour du Leclerc Drive. Bon, en l'occurrence là c'est pas trop réussi puisque il n'y a que 2 commentaires sur cette publication, les plus grands traumatismes de l'enfance. Donc vous voyez que là finalement ils ne nous parlent pas du tout de leur service et des services qu'ils proposent, mais ils essayent de montrer un art de vivre, une certaine vision de la vie un peu légère, essayer de mettre du contenu feel good, voilà. Donc c'est un exemple hein, parmi tant d'autres de marketing relationnel pour essayer de créer le lien avec leurs clients. Dans cet autre document, il y a le fait que l'étude marketing donne donne des résultats positifs quand on a une personnalisation client. Et donc, il y a une étude qui a été faite qui a montré que 89% des entreprises interrogées estiment que la personnalisation est bénéfique et elle permet d'assurer à 94% du temps la motivation et l'engagement des collaborateurs, plus enclins à travailler avec des entreprises qui réussissent. Ça, c'est rigolo parce que finalement, peut-être qu'on fait aussi du marketing aujourd'hui, du marketing relationnel, pour que nos salariés se sentent bien dans une entreprise feel good qui fait attention à l'art de vivre. Et finalement, ça nous permet aussi d'avoir peut-être des personnes plus motivées au sein de l'entreprise. En plus d'essayer d'attirer du client. Mais si on regarde la relation client, qu'est-ce qu'on attend? Donc la satisfaction, elle va reposer sur l'efficacité, la rapidité et la simplicité du service proposé. Donc forcément, quand on est content, quand on est satisfait du service qu'il nous est offert, enfin vendu, eh bien on va être fidèle. Et donc la considération qu'un client ressent par rapport à l'entreprise qui lui vend quelque chose, c'est important. Et donc il insiste vraiment sur le fait que la personnalisation, c'est quelque chose d'important quand on veut vendre au mieux ses produits. Et c'est vrai que si vous êtes une entreprise qui répond à ses clients, qui essaye de régler ses problèmes, eh ben, déjà vous avez gagné pas mal de considération de la part du client, puisqu'il y a pas mal d'entreprises où on va vous balader de service en service sans forcément vous trouver une solution. Et parfois c'est un petit peu compliqué en tant que client. Donc ensuite, deuxième forme de marketing moderne, c'est le marketing tribal. Et le marketing tribal, il consiste à utiliser les comportements sociaux de certains groupes de consommateurs pour promouvoir un produit ou un service. Donc, utiliser les comportements sociaux de certains groupes de consommateurs, donc qu'on appelle les tribus, pour promouvoir un produit ou un service. Donc ces tribus, ces groupes de consommateurs, ils ont des rites, des codes, des comportements communs, ça peut être des codes vestimentaires, des expressions linguistiques, etc. Et il y a beaucoup de tribus qui sont régulièrement utilisées dans le marketing tribal, notamment à l'attention des jeunes. Ça va être les surfeurs, les rappeurs, les youtubeurs, les collégiens, etc. Donc on va avoir une tribu qui va être utilisée pour vendre au mieux le produit. Des exemples, vous voyez, qui utilisent le marketing tribal, donc qui utilisent un peu les codes de ces bandes. On a en 83 Harley Davidson qui a créé carrément sa bande et finalement quand on imagine le conducteur de Harley Davidson, on a une certaine vision de sa manière de vivre et puis là ils ont essayé en plus de moderniser
la vision de leur tribu, puisque vous voyez que là sur la photo, on a plutôt des personnes jeunes, alors qu'on a l'image du barbu, bah là il n'y a pas forcément de personnes barbues, mais voilà, depuis 83 évidemment, la vision elle a évolué, donc là on a une vision plus moderne. Nutella aussi surfe pas mal sur, bah, toi aussi tu as été jeune, un grand enfant, etc. Donc sur le fait que tout le monde aime le Nutella et pas seulement les enfants. Donc ça aussi c'est un exemple de marketing tribal plutôt axé sur la jeunesse ou la famille. On a aussi Nespresso que vous avez vu avec Georges Clooney sur les pubs What Else. Et donc bah, là, on essaie de créer une tribu qui aime les produits de luxe, qui aime les produits de qualité, qui a envie d'être traité avec respect dans un endroit épuré et qui va sublimer le goût du café. Donc voilà un autre exemple de marketing tribal. Et ensuite, et enfin, je vous ai mis aussi Apple, puisque Apple, ils voient plutôt leurs consommateurs comme étant un ensemble de personnes qui a envie de la technologie de pointe, mais assez facile d'utilisation et assez intuitive. Donc, l'utilisateur d'Apple, il ne peut pas forcément rentrer dans le système de son ordinateur ou de son téléphone, mais bah, ça fonctionne dès qu'il l'a allumé, donc ça lui convient. C'est un peu la différence qu'on fait aujourd'hui avec les systèmes d'exploitation comme Apple et Windows d'un côté et puis Linux de l'autre. C'est vrai que Linux convient plutôt à des personnes qui s'y connaissent en informatique. Aujourd'hui, la plupart des gens qui achètent des produits informatiques, ils veulent que ça fonctionne simplement sans avoir trop à se demander où est-ce qu'il faut mettre le fichier système, quel fichier système il faut modifier pour que ça fonctionne différemment. Voilà pour les exemples de marketing tribal. Alors ensuite, quels sont les outils pour mesurer l'impact de ce marketing tribal? Premier outil, c'est le nombre de fans. Donc le niveau de fidélisation aussi. Si vous avez 3 abonnés sur votre page Facebook, bon, bah, c'est que votre marketing tribal ne fonctionne pas très bien. Et puis en plus de ce nombre de fans à l'intérieur de cette idée-là, c'est comment ils interagissent entre eux. Est-ce qu'ils vont se donner des conseils ou pas, voilà. Et il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui font ça et qui vont, par exemple sur Amazon, si vous achetez et si vous achetez un produit et qu'il y a quelqu'un qui se pose une question sur un autre produit, et bien parfois vous recevez par mail la question et on vous sollicite pour savoir si vous voulez bien y répondre. Donc voilà, on essaye même de créer des interactions comme ça. Le marketing tribal, il se voit aussi par le taux de réachat du produit. Hein, est-ce que vous avez acheté le dernier iPhone ou est-ce que vous avez gardé l'ancien? Donc, est-ce que vous avez envie de racheter? Est-ce qu'on vous a donné envie de racheter le produit dernière génération? Évidemment, quand votre pot de Nutella est fini, vous allez acheter peut-être un nouveau pot de Nutella si vous n'êtes pas passé au sans huile de palme. Mais bon, c'est plus facile de racheter un pot de Nutella, c'est plus fréquent en tout cas que de racheter un iPhone. Mais le taux de réachat du produit, c'est important pour mesurer l'impact de notre marketing tribal. Ensuite, il y a aussi la communauté. Donc, on a évoqué déjà comment elle interagit entre elles, mais aussi est-ce qu'elle a une indépendance? Est-ce qu'elle crée, est-ce que finalement elle va se créer une vie en dehors de votre maîtrise? On peut penser par exemple aux fans de Star Wars ou toutes les fanfictions qui se font autour de Harry Potter. Et il y a parfois des gens qui vont sur les réseaux sociaux de J.K. Rowling et qui ont l'air de s'y connaître un peu plus en Harry Potter qu'elle-même. Et voilà, on voit parfois des remises en place comme ça. Bah ouais, mais ça, elle, c'est l'auteur, donc elle en sait plus que toi. En fait, la communauté, elle évolue, puis maintenant, il n'y a plus de livres Harry Potter qui sortent, mais la passion continue pour pas mal de gens qui découvrent aujourd'hui ou plus récemment. Et bon, voilà. Il y a des communautés qui fonctionnent bien comme ça et qui montrent que le marketing tribal, ça fonctionne et que le jour où on ressort un produit Harry Potter ou les animaux fantastiques, eh ben, on aura du succès forcément. Et puis, pour mesurer l'impact, ça peut être
Bah oui, le nombre, toujours autour de la communauté, le nombre de réseaux sociaux dans lesquels vous interagissez, est-ce que c'est efficace? Est-ce que vous avez essayé de différencier l'utilisation de Facebook, d'Instagram, de Twitter? Parce que ça, c'est intéressant aussi d'adapter sa stratégie au type de réseau social et au type de personnes qui utilisent les réseaux sociaux. Voilà pour les outils pour mesurer l'intérêt ou la réussite de notre marketing tribal. On arrive ensuite au marketing expérientiel et au marketing sensoriel. Donc là, ces formes de marketing, elles visent pour le commerce classique à essayer de concurrencer le e-commerce, le commerce en ligne. Le marketing expérientiel, c'est l'ensemble des dispositifs qui visent à faire vivre une expérience plus ou moins mémorable à des clients. Et donc, au quotidien, ce marketing expérientiel, ça va être l'occasion de mettre en place un accueil de qualité, une ambiance, un environnement agréable, des informations, des conseils pertinents, pour que quand vous y retournez, vous vous disiez, ou quand vous avez une envie d'achat, vous vous disiez « Ah ben la dernière fois, j'ai été très bien accueillie dans cet endroit, et j'ai été bien conseillée, le produit qu'il m'avait conseillé a bien fonctionné, donc j'y retourne. » C'est ça en fait. Ça a été longtemps pour Darty, mais là c'était plutôt un service associé. Darty a longtemps été reconnu pour son service après-vente, et donc même si, pour son conseil sur place et son service après-vente. Donc vous alliez acheter chez Darty pour être sûr de pouvoir faire réparer votre produit si jamais il avait une panne au cours de sa période de garantie ou même après. Et puis le marketing sensoriel, ça va encore plus loin puisque on va essayer de solliciter un ou plusieurs des 5 sens du consommateur. Et donc là, on va séduire notre consommateur en accroissant son bien-être dans le but d'influencer favorablement son comportement vis-à-vis d'un service ou d'un produit au sein d'un point de vente. Donc on va l'inciter à se déplacer, à ne pas se contenter d'Internet, mais vas-y, va tester, tu te sentiras bien dans ce magasin, tu seras bien accueilli, tu seras confortable, etc. Et là, je vous ai mis dans le document suivant des exemples de marketing sensoriel et expérientiel sur deux grandes entreprises, donc Nature et Découverte et puis Disneyland Paris. Et donc, si on dit que le marketing sensoriel, c'est sur les 5 sens, eh bien, je vous ai mis dans le tableau les 5 sens et puis après l'expérience que vous pourriez retirer de votre visite dans ces endroits-là. Si on regarde Nature et Découverte, d'abord, on voit que quand on rentre, enfin on entend quand on rentre dans le magasin des chants d'oiseaux, des bruits de la nature, donc là ça fait partie du marketing sensoriel. Le toucher, il y a les articles en démonstration que vous pouvez, même des fauteuils de massage que vous pouvez tester, il y a différents univers aussi, il y a l'univers de la randonnée, l'univers du bien-être, etc. Le goût, vous avez des propositions pour goûter les tisanes et donc ça relève aussi du marketing sensoriel. La vue, le cadre du magasin, il est un peu feutré. Tout à l'heure, je vous évoquais Darty, où là, c'était tout blanc, c'est tout blanc dans un Darty. Et là, chez Nature et Découverte, c'est un éclairage plus tamisé, moins fort. Et donc, on vous met dans une ambiance cocooning, nature, etc. Et puis il y a l'odorat aussi, les odeurs de la nature. Vous avez ils vendent beaucoup d'huiles essentielles et donc voilà, vous pouvez sentir et vous êtes finalement plongé dans un autre univers par rapport au reste du centre commercial dans lequel vous vous trouvez. Donc l'expérience liée au marketing expérientiel, c'est l'immersion dans un monde feutré où les salariés ont des tabliers, tout rappelle le retour à la nature, aux valeurs simples. Et donc vous avez envie de revenir parce que vous savez que là, il y a une certaine quiétude dans cet endroit. Donc vous voyez l'expérience liée à votre achat et puis elle est combinée à votre visite. Finalement, c'est presque une visite qui stimule vos 5 sens. Disneyland Paris joue beaucoup aussi sur ce marketing sensoriel et expérientiel. Décidément, j'ai du mal avec ce terme. Donc, Louis, à Disneyland Paris, vous avez en permanence une musique qui change selon les univers dans lesquels vous vous trouvez. Donc, il y a même des musiques de transition si vous êtes un peu dans les deux. Donc, si vous êtes déjà allé, il y a deux mondes. Il y a
Adventureland et Fantasyland, et quand vous êtes entre les deux, ben, c'est pas la même musique que dans Adventureland, et si vous vous rapprochez de Peter Pan, c'est une musique particulière, et cette musique elle change à nouveau si vous rentrez complètement dans Fantasyland. Donc voilà, il y a vraiment les musiques qui sont étudiées, et quand vous travaillez à Disneyland Paris, ben, finalement la musique vous l'entendez presque plus, il n'y a que le soir quand vous faites la fermeture, et dans tous les magasins c'est pareil, quand le soir vous faites la fermeture et que la musique s'éteint, ah là vous vous dites ah oui, quand même, il y avait de la musique, en effet. Là, c'est silencieux. Mais pour le consommateur, en tout cas, ça contribue à le mettre en stimulation ou à le mettre dans le bain. Le toucher, bon, il y a les matériaux à utiliser qui se rapprochent de l'authentique, hein, c'est au plus près de ce que ça aurait pu être si ça avait été une construction de l'époque. Et donc, voilà, si vous touchez n'importe quel matériau, eh bien, il y a une expérience particulière à vivre aussi. Bon, le goût, là, c'est les restaurants, donc dans le parc en lui-même, voilà, c'est trop varié pour que je remplisse la case. La vue, tout est fait pour plonger le visiteur dans un autre monde, hein. Vous n'avez pas de publicité qui arrive, vous êtes vraiment dans l'univers Disney. Et en fait, le château a été placé pour que, quand vous le prenez en photo, depuis l'allée principale, eh ben, il ne soit jamais en contre-jour. Donc il a toujours le soleil dans le dos, ou à l'est ou à l'ouest, mais jamais derrière lui. Et donc, si vous prenez en photo devant le château, vous ne serez jamais en contre-jour. Vous imaginez à quel degré de détail on peut aller pour arriver jusque-là. L'odorat, pareil, hein, il y a des odeurs de nourriture à l'approche de certains restaurants. Et même de l'hôtel Rose à l'entrée de Disneyland Paris, l'odeur est si particulière qu'ils en commercialisent des bougies à l'odeur de l'hôtel. Donc c'est vraiment qu'ils ont étudié le choix de l'odeur que vous perceviez quand vous êtes dans l'hôtel. Donc tous vos sens, hein, sont en éveil quand vous êtes dans le parc. Et puis bah, forcément, l'expérience, c'est l'immersion dans un monde imaginaire. Les salariés, ils sont formés pour un service de qualité. Ils sont toujours habillés dans la mode correspondant aux univers dans lesquels ils travaillent. Donc les salariés qui travaillent dans Main Street, ils ne sont pas habillés comme les salariés qui travaillent dans Fantasyland, qui ne sont pas habillés comme les salariés qui travaillent dans Discoveryland. Et du coup, ça change tout le temps. Et donc là, c'est vraiment une expérience différente de parc d'attractions. Puisque si vous allez dans d'autres parcs d'attractions, il y a souvent aussi des grosses exigences de qualité. Mais par exemple, les vêtements des vendeurs ou les vêtements des personnes qui vous guident dans les attractions, ils ne sont pas aussi travaillés qu'à Disneyland Paris. C'est un exemple parmi d'autres, évidemment. Chaque parc ou chaque magasin fait beaucoup d'efforts, mais voilà, je voulais vraiment vous donner des exemples pour lesquels vous pouviez éventuellement avoir des connaissances déjà bien en tête. Ensuite, on arrive à une version encore plus moderne du marketing, qui est le marketing digital. Ça se rapproche de ce qu'on a déjà dit avec notre communauté sur Facebook, par exemple sur le marketing tribal. Mais en fait, aujourd'hui, si vous êtes une entreprise qui propose un produit grand public, vous êtes obligé d'avoir une stratégie numérique ou une stratégie digitale. Vous voyez tout à l'heure, je vous montrais l'exemple de Leclerc Drive. Et donc, Leclerc Drive, il pourrait très bien se passer d'avoir un réseau social, mais ils le font quand même pour être présents et pour avoir de la visibilité. Le marketing digital, c'est l'ensemble des techniques marketing utilisées sur des supports et des canaux digitaux. Et forcément, c'est très important pour l'interactivité qu'on évoquait tout à l'heure. Une entreprise qui interagit avec ses clients, c'est une entreprise qui fidélise ses clients. Et on parle aussi de web marketing pour le marketing digital. Et dans ce marketing digital, on a plusieurs formes qui vont se développer avec lui. On a le content marketing, donc le marketing de contenu. Et on va essayer de fournir à nos prospects ou à nos clients des contenus importants, des contenus d'information, comme on l'évoquait tout à l'heure aussi. Et on va comme ça attirer notre communauté et fidéliser notre communauté. Donc là, j'ai mis un exemple avec Coca. Coca essaye de faire un contenu d'actualité, de qualité, pour stimuler encore sa communauté et pour changer un peu la communication par rapport aux publicités traditionnelles.
Donc, si on regarde la page Facebook de The Coca-Cola Company, on va voir qu'ils parlent dans les premiers temps assez peu de boissons. Alors, si on regarde leur dernière publication, on avait sur le Covid, nous continuons à adopter une approche pratique pour trouver des solutions à nous adapter au Covid, toujours le Covid. Nos équipes se mobilisent pour soutenir les communautés, découvrir nos actions dans le monde. En fait, on a l'impression qu'on est sur une association caritative. Les vrais progrès viennent de travailler ensemble. Bon, là c'est traduction, hein, mais les équipes de la Croix-Rouge. Donc on voit le contenu. Ah, ça y est, on voit peut-être un petit peu de boisson. Bah non, pas forcément. Soulever les esprits, les héros du quotidien. Et donc vous voyez qu'au final, dans leur contenu, ils parlent assez peu de leurs vrais produits. Alors, ce qui est intéressant sur cette page, c'est qu'ils n'ont pas publié depuis, enfin, ça fait leur dernière publication date de longtemps, puisque vous voyez 30 juin, et ils ont quand même, hein, vous voyez, beaucoup d'abonnés, plus d'1 million d'abonnés. Et quand ils publient quelque chose, eh bien, il y a quand même pas mal de commentaires, mais pas tant que ça finalement, hein. C'est pas énorme non plus. N'empêche qu'ils travaillent leur contenu. Ensuite, en plus de ce content marketing, on a le marketing social. Et c'est un petit peu aussi ce que fait Coca-Cola. Ils essayent de promouvoir des causes sociales. Et on l'a vu là, on avait des idées comme si c'était une association caritative. Et finalement, il y a beaucoup d'entreprises comme ça qui agissent au niveau local, au niveau social, et qui le mettent en avant sur leurs réseaux sociaux avant même de mettre en avant leurs produits. On peut aussi avoir le marketing mobile à l'intérieur du marketing digital, et c'est l'exemple des applications que vous pouvez télécharger sur vos portables pour soit connaître les lieux où vous pouvez acheter le produit, soit avoir des jeux ou des choses comme ça. Donc sur des gâteaux pour enfants, vous avez des applications qui existent pour faire des jeux pour enfants liés à lui, liés aux autres marques. Et puis forcément, il y a ce marketing via les réseaux sociaux, hein. Vous avez vu les exemples que j'ai pris jusque-là, ils étaient un peu issus des réseaux sociaux. Et c'est là qu'on a le métier de community manager qui est important, puisque cette personne, elle va donner le ton ou l'image de l'entreprise sur les réseaux qui sont utilisés par des millions de personnes. Donc, il va y avoir une grosse importance par rapport à ça. Et vous avez peut-être déjà entendu parler de community managers qui sont plutôt jeunes, et donc on voit que leurs réponses sont parfois assez rigolotes par rapport à certaines situations de clients qui se plaignent. Donc il y a parfois des exemples sur SFR par exemple, des exemples sur la SNCF aussi, où le community manager il répond avec humour sur les stéréotypes qui peuvent être faits. En tout cas, c'est important de soigner et de faire attention quand même à ce que l'on publie sur les réseaux sociaux, parce que si ça froisse, si ça ne convient pas, le community manager il va facilement pouvoir perdre son travail. Alors, je vous ai mis un autre article avec 5 entreprises qui transforment leurs relations clients avec le digital. On a une stratégie cross-canal d'Orange. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser ces moyens pour contacter la clientèle et la fidéliser. On a Danone qui analyse les transformations du marketing avec son marketing digital. Darty qui digitalise ses magasins. Les partenariats de la SNCF. Et puis la Poste. Donc on voit des grands anciens monopoles publics qui utilisent ce marketing digital pour fidéliser, pour séduire toujours plus leurs clients. On a fini avec cette deuxième partie et on arrive aux critiques que l'on peut faire du marketing, puisque le marketing, ça semble souvent être un peu de vent qui va dire n'importe quoi pour vendre les produits. Alors peut-être que oui, en effet, on peut confirmer ça, mais derrière, ces produits, ils satisfont des besoins, et s'ils sont achetés, c'est qu'ils avaient une certaine utilité. Donc là, on arrive à notre première critique. Notre marketing, il manipule. Alors, la manipulation mentale, on peut la définir comme la manipulation psychologique. C'est une méthode délibérément mise en œuvre dans le but de contrôler,
ou d'influencer la pensée, les choix, les actions d'une personne via un rapport de pouvoir ou d'influence. Donc délibérément mise en œuvre pour contrôler ou influencer la pensée, les choix ou les actions d'une personne via un rapport de pouvoir ou d'influence. L'influence, c'est le processus par lequel une personne fait adopter son point de vue à une autre. Donc forcément, l'influence, elle va opérer une inflexion dans la réflexion de l'autre, dans la pensée de l'autre. Il était sur une ligne et il est influencé pour changer de ligne de réflexion. Et donc cette idée de manipulation, elle est forcément connotée négativement. Et notre marketing, il peut ressembler à de la manipulation dans plusieurs cas. D'abord parce qu'il semble parfois que les ménages n'avaient pas forcément le besoin qu'on leur présente, donc ils créent un besoin que les ménages n'avaient pas. Et en fait, il arrive à leur démontrer qu'ils avaient un manque sur tel ou tel produit. Par exemple, on va vous vendre un produit sur la mauvaise haleine, et puis en vous disant que personne ne vous dira que vous avez mauvaise haleine ou pas. Et donc là, vous dites, ah, tiens, et si moi aussi j'avais mauvaise haleine, donc vous allez acheter le produit même si vous n'avez pas de problème en fait d'haleine. Deuxième critique, deuxième situation où le marketing ressemble à de la manipulation, c'est quand il donne une représentation un peu fausse de la réalité pour motiver l'achat. Par exemple, pour fixer le prix, vous allez souvent avoir des prix à 9,99 €, pour pas dire 10 €. Et du coup, le virgule 99, c'est l'idée que le client ne va pas avoir envie de dépasser un certain prix. Et lui, il va se dire, bah, j'ai payé ce produit moins de 10 €, alors qu'en fait, il a vraiment payé 10 € pour le produit. Donc, une représentation fausse de la réalité pour motiver l'achat. Et puis parfois aussi notre marketing il va vanter des nouveaux packaging, des nouvelles qualités, alors que pour le même prix, eh ben, il y a moins de produits. Et c'est un petit peu un premier exemple sur le viennois, et les viennois, il y a moins de quantité de viennois qu'avant dans les pots, et ils mettent jamais quantité inférieure à avant. Donc ça c'est important aussi, ou alors ils vous vendent un produit où on vous dit le gâteau est plus croustillant. En vrai, ça veut dire qu'ils ont ils ont mis en place un procédé qui fait que il y a plus d'air dans le gâteau, et donc il y a moins de produits dans le gâteau et il est moins lourd, et au final vous achetez le même prix alors qu'il y a une quantité moindre de produits dedans. Voilà, donc c'est un peu l'idée que je voulais soulever là. Et puis le dernier moment où le marketing ressemble un peu à de la manipulation, c'est quand le visuel du packaging ne ressemble pas du tout au réel du produit. Et donc, je vous ai mis l'exemple du visuel du viennois. Si un jour, en déballant votre viennois, vous avez trouvé la belle chantilly comme ça, dites-le moi parce que c'est pas mon cas. En général, c'est joli à l'intérieur, hein, mais ça dépasse pas comme ça de manière abondante de votre peau. Alors j'imagine que dans ce visuel, à un moment, ils mettent suggestion de présentation. Si vous voulez rajouter de la chantilly sur votre viennois, allez-y, ce sera bon, ce sera gourmand, quoi. Mais en tout cas, parfois, on est un petit peu déçu entre ce qu'on avait sur le paquet et puis ce qu'on a vraiment eu. Si un jour ça vous arrive, mettez-le en commentaire sur notre page Facebook, ça fera rire tout le monde. Voilà pour notre première critique qui était quand même assez chargée sur le marketing. Et à côté de ça, eh bien, face à cette relation en fait, de force, d'influence entre les entreprises et le consommateur, eh ben, l'État a son rôle à jouer, et l'État va chercher à protéger le consommateur. Il va essayer de lui éviter de tomber dans les pièges. Il va l'informer, hein, c'est le Nutri-Score par exemple qui est mis en place, ou les obligations d'information sur les calories des produits que vous achetez, des produits alimentaires que vous achetez. Et puis aussi le droit, l'État avec le droit va essayer de donner aux consommateurs la possibilité de se défendre s'il y a besoin. Et il existe la DGCCRF, Direction Générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Et donc c'est cet organisme à qui vous pouvez vous adresser si jamais vous estimez que votre droit du consommateur n'a pas été respecté. Donc voilà, il y a tout un droit de la consommation qui essaye de protéger le consommateur face aux dérives de la communication ou des pratiques des entreprises. Une deuxième critique sur
Le marketing, c'est que c'est un outil du capitalisme et à côté de ça, de la surconsommation. Puisque quelque part, notre marketing, il sert à vendre. Les entreprises, elles ont besoin de vendre des produits pour pouvoir continuer à survivre, pour pouvoir continuer à payer leurs salariés. Et donc, bah oui, en l'occurrence, oui, il est utilisé par des entreprises qui cherchent du profit et qui veulent une forte rentabilité. Et alors parfois, on va vous vanter, comme là je vous ai mis l'exemple du Coca-Cola, une vie de qualité, etc. La boisson des ladies, on vous ment un petit peu sur le fait que, bah, en fait, si vous buvez trop de coca, vous n'aurez pas la taille fine de cette dame. Le Coca-Cola des enfants, pour les enfants, alors qu'on ne connaît pas forcément tous les ingrédients qui sont dedans. Et puis notre ours polaire, bah, il est un peu malmené, on sait que les multinationales, et on l'a déjà vu, elles sont responsables enfin, elles vont engendrer une grosse part du commerce international. Et donc, le commerce international, c'est un commerce qui pollue. Et les ours polaires sont parmi les premières victimes de ce réchauffement climatique lié à la pollution. Donc, forcément, on nous vend du rêve. On nous vend une vie de rêve, mais derrière, on sait que bah, c'est pour faire de l'argent. Hein. Il ne faut pas être dupe par rapport à ça. Et puis justement, par rapport à l'environnement, une autre critique serait de se dire bah, les marques ne se soucient pas du tout du développement durable. Et il y a quelques années, comme ça, il y avait eu plusieurs reportages sur Coca-Cola, hein, c'est un peu l'exemple récurrent de ce chapitre, notamment sur leur exploitation de l'eau. Et pendant plusieurs années d'installation, Coca-Cola s'implantait dans un pays comme par exemple au Mexique ou en Inde. Et donc au Mexique, ils ne payaient pas l'eau. Ils prélevaient l'eau des nappes phréatiques, mais ils ne la payaient pas. Et dans un des reportages qui était paru, il montrait que le Coca-Cola avait remplacé les boissons traditionnelles dans les rites religieux, les rites de guérison, etc. Donc on faisait cuire un peu de coca, on donnait aux enfants avec des incantations pour essayer de les guérir, par exemple. Et donc l'implantation du coca dans certains pays, dont le Mexique, est assez problématique. Et en droit de réponse, hein, depuis quelques années, vous voyez, c'est pas récent, mais ça a le mérite d'exister quand même. Coca-Cola essaye de s'engager pour l'eau et essaye d'avoir une image de marque un petit peu meilleure que celle qu'ils ont eue à l'issue de certains reportages sur leurs actions dans les différents pays. Donc voilà pour Coca. Et vous avez peut-être constaté que certaines marques, elles changent leur packaging pour avoir l'air beaucoup plus sympa pour l'environnement. McDo communique beaucoup plus sur le vert que sur le rouge aujourd'hui. Ajax, on a l'impression d'un produit complètement chimique et là on a l'impression que c'est naturel. En plus il y a un arbre, alors c'est tellement mieux. Et puis la lessive Bonux par exemple, qui va surfer sur l'idée du vert et essayer de faire vendre ces produits en disant regardez c'est tellement plus nature et en plus on l'écrit dessus nature alors croyez-nous et en fait ça s'appelle du greenwashing et c'est aussi nommé en français l'éco-blanchiment ou le verdissage. En fait, le greenwashing, c'est un procédé de marketing ou de relations publiques qui est utilisé par une organisation, donc une entreprise, une administration publique ou n'importe, dans le but de se donner une image de responsabilité écologique, parfois trompeuse. Hein, et parfois, en fait, entre l'Ajax Triple Action, où on vantait plutôt l'efficacité, et l'Ajax Nature Verte, eh bien, finalement, le produit n'a pas du tout changé à l'intérieur. Parfois, il a changé, mais parfois, il n'a pas trop changé. Pour McDo, vous avez peut-être vu, ils se sont pas mal engagés sur le développement. Rapidement, en fait, les emballages des frites, des sandwichs, ils sont recyclés. Ce sont des emballages recyclés et pas forcément recyclables parce qu'ils sont souillés, mais en tout cas recyclés. Et puis, McDo a assez vite mis en place, dans les années 2019-2020, a assez vite mis en place un remplacement pour les pailles. Et donc, ils ont devancé un peu l'interdiction des pailles pour éviter que les pailles elles se retrouvent dans l'environnement. Donc il y a quand même des bonnes actions qui sont faites par les entreprises, mais souvent elles sont épinglées quand même pour leur greenwashing. Alors, il y a une petite infographie là pour comprendre le greenwashing. Donc, la pratique de promouvoir des programmes bons pour l'environnement pour attirer l'attention de
sur une organisation ou détourner l'attention de ce qu'elle peut faire de pas terrible. Bon, ben voilà, on est vraiment dans le greenwashing et dans cette infographie, ils disent qu'il y a 95 produits en 2010, c'est un petit peu ancien, mais bon, 95% des produits, ils étaient coupables de greenwashing. Ça change un petit peu aujourd'hui parce que vous avez des applications qui vont pour les cosmétiques ou pour la nourriture, qui vont vous permettre de savoir selon les ingrédients qu'il y a, si c'est bon pour votre santé ou pas. Mais n'empêche qu'il y a toujours quand même des éléments comme ça de greenwashing. Voilà, en conclusion, vous avez compris, le marketing, c'est une notion, une méthode qui a évolué depuis les années 30, de la réclame simple à vraiment le fait d'englober toute la conception du produit pour adapter ce produit au consommateur et puis faire vendre au mieux. Donc une notion, une méthode qui a vraiment évolué et qui est appelée à évoluer encore évidemment. Et une fonction de l'entreprise qui est très importante, puisque une entreprise qui ne vendrait pas ses produits, c'est une entreprise qui est appelée à fermer les portes. Voilà, on a fini avec ce chapitre 1.